Allez, on y va. C'est parti. Je m'attends à quelque chose de grandiose. Alors déjà, petite lumière. Je regarde un peu par terre parce que... Ah oui. D'accord. D'accord. Bon. En présence d'une superbe salle. Waouh. C'est splendide. Salut à tous, c'est Diffuse et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va découvrir la salle vidéo, la salle home cinéma de Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour Diffuse. Merci de nous accueillir dans ta salle de cinéma. C'est un plaisir. On va découvrir cet environnement absolument incroyable. On a l'impression d'être dans un complexe voilà, de cinéma, mais à la maison. On va découvrir ensemble les enceintes, comment tu as construit toute ta salle, ton équipement, parce que tu l'as fait en partie toi-même. Tout à fait. De tes mains. Il va nous parler aussi du budget de cette salle. Et puis on va aussi regarder en détail certaines technologies utilisées pour justement avoir ce rendu là. J'ai pas encore écouté ni même regardé de film dans cette salle. On va le faire tout de suite et je vous donnerai mon avis directement par la suite. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, ce contenu sur le home cinéma, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On y va? C'est parti? C'est parti. Allez. Bon, on va rentrer dans cette pièce. Alors déjà, vue d'extérieur, voilà, c'est encore en travaux dans l'avant-pièce, on va dire. Mais on va rentrer dans la pièce qui est totalement finie, hein. Tout à fait. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Déjà, on voit l'épaisseur de la porte. Alors, oui, l'épaisseur de la porte qui a été nécessaire pour pouvoir intégrer un traitement acoustique. D'accord, donc c'est bien traité acoustiquement cette pièce. On a des laines minérales qui sont présents en haut et en bas dans les panneaux. Et surtout, comme on le verra à l'intérieur, l'épaisseur de la porte a permis de rattraper le traitement acoustique intérieur et d'avoir un plan entre la porte et les panneaux intérieurs, ce qui me tenait à cœur en fait. Ok, on va passer directement dans la salle. On parlera d'acoustique après. Alors bien sûr, on a fait un petit peu d'éclairage. Voilà cette magnifique salle. On commence par quoi? Dis-moi. Eh ben, on va passer à la partie écran, donc là, par l'avant de la salle. Par l'avant de la salle, où on peut parler aussi, si tu veux, des dimensions de la salle. On est sur une salle qui fait 7 mètres sur 4 mètres 70 de large, donc 7 mètres de long, fini, hein, brut. On est plutôt sur 8 mètres sur 5, donc en tenant compte des parois, des traitements acoustiques, des isolations, on réduit forcément la taille et la surface de la pièce. Sur une hauteur à l'arrière qui est peu commune, on a hors estrade 3 mètres 70 et à l'avant on a 2 mètres 20. 3 mètres 70, j'avais dit 4 mètres, bon j'étais pas loin. Tu n'étais pas très loin de la vérité, effectivement. Effectivement, 2 mètres 20 à l'avant, on est sur un écran de base 3 mètres 60, en micro perforé, en 16 neuvième, 3 mètres 60 en 16 neuvième et pas en 2,35. Voilà, donc on va, si tu veux bien, je te montre ce qu'il y a derrière l'écran. Allez, on y va, on va découvrir ce qu'il y a derrière l'écran. Parce que, alors, quand on rentre dans cette salle directe, c'est une salle très pas de décoration, rien du tout. Tu as voulu garder cette comme au cinéma en fait. Hein. Tout à fait, l'idée c'était de pas avoir de choses qui dérange la vue en fait, que ce soit des statues, des choses comme ça, ou alors des panneaux qui puissent effectivement refléter la lumière, d'où le choix des tons très foncés, donc noir à l'avant et un gris foncé sur l'arrière. C'est un choix qui a été voulu au même titre que de cacher l'ensemble des enceintes, donc bien évidemment. C'est vrai qu'on voit aucune enceinte. Hein. Non, tout est masqué, donc les surrounds sont intégrés, je pourrais te montrer tout à l'heure derrière un panneau ce que ça donne, on verra la structure primaire, la structure secondaire, les enceintes surround ainsi que les diffuseurs qui ont été fabriqués sur place. Tout a été fabriqué ici par mes soins. Alors j'ai été bien évidemment aidé. Ces travaux ont pris un peu plus de 2 ans. Donc c'est toi qui as réalisé, t'as fait venir aucun professionnel? Non, aucun professionnel sont intervenus sur le chantier. D'accord. Par contre, j'ai été aidé bien évidemment par des amis maintenant, que je remercie au passage, qui m'ont donné des pistes de travail, des pistes de réflexion et qui m'ont permis d'arriver à ce résultat définitif.
Voilà, donc il y a des choix qui ont été faits, qui ont des choix personnels, et voilà. Donc derrière cet écran, on est sur un système full JBL, d'accord. Donc je vais lever l'écran, on va pouvoir voir ce qu'il y a un petit peu derrière. Je vais me munir de ma petite barre pour tenir l'écran. Donc c'est un écran micro perforé qui permet... Attention, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouf. Alors je découvre en même temps que vous, hein. Tout à fait, c'est vrai que tu m'as pas demandé. Non, bah non, j'ai voulu la surprise. Voilà, oui. Tout à fait. D'accord. Donc on est sur des enceintes JBL gamme professionnelle, c'est-à-dire que ces enceintes-là, on va particulièrement les retrouver dans des cinémas publics, des cinémas de grande taille. On a ici des 46-73, donc pour parler des modèles, on a ici les 46-73, les 3 modèles. Donc c'est les 3 enceintes identiques en scène avant. Voilà. Donc frontal, centre, droite et gauche, sont des 46-73, munis d'un woofer de 38 cm, et ainsi qu'un moteur de compression 2 pouces, si je dis pas de bêtises. Vérifier, mais je crois que c'est du 2 pouces. D'accord. Lorsque j'ai fait le déplacement pour aller chercher ces enceintes, je raconterai la petite histoire après, j'ai également eu l'occasion de prendre un 36-35 de chez JBL, donc qui est le caisson basse qui était dans les salles de cinéma à cette époque-là. Et j'y ai rajouté un caisson fait maison à base d'un GTI 15, donc de chez JBL toujours, mais qui travaille plutôt sur l'infragrave. Voilà. Donc tu as un caisson qui fait les fréquences un peu plus hautes, voilà, jusqu'à 120, disons 60-120. C'est ça. Et l'autre qui va descendre un peu plus bas. C'est ça. Donc la calibration a tenu compte de ces 2 caissons. Ça n'a pas été évident parce que c'était un défi de marier 2 caissons de gammes différentes et qui sont prévus pour des choses complètement différentes dans cette salle. Mais un apporte le haut du grave, l'autre le bas du grave, lui plus l'impact, on va dire le punch, et lui plus les infragraves et les explosions, les broies, etc. Les vibrations qu'on peut ressentir dans la salle. Donc tout ça a été posé, mais a été intégré dans un mur, pas un mur THX puisque c'est pas le terme exact, mais un mur avec une pose de laine minérale en tunnel. Donc ce sont simplement des panneaux qui sont posés au-dessus des enceintes de 10 cm si je dis pas de bêtises, de laine de roche, qui sont posés donc sur chaque enceinte, et ce qui crée en fait un traitement acoustique particulier derrière la salle et qui évite l'effet de peigne, c'est-à-dire les fréquences qui vont rebondir sur le mur arrière et qui vont peut-être être gênantes lorsqu'elles reviennent pour les autres fréquences. Voilà. D'accord. Donc ça c'est derrière, ce qu'on voit pas, derrière en fait ces panneaux qui ont été recouverts de tissu pour le côté esthétique, tout simplement, et puis pour pas que les projections de laine c'est du molleton noir. Non, c'est des panneaux de laine de roche de 10 cm également. Ok. Donc qui ont permis d'encastrer en fait tout le mur et qui ont également une fonction acoustique. C'est magnifique. Je vous montre un peu parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc la salle, rappelle-moi, elle est en quoi comme configuration? On est sur du 5.1, 7.1? On est sur du 7.1 basique. Plutôt 7.2 parce que tu as 2 caissons de basse. Oui, alors c'est géré. On peut avoir cet abus de langage, on pourrait dire 7.2, mais la vraie dénomination c'est 7.1 puisque le canal LFE se divise simplement en 2 pour nourrir en fait les deux caissons. Au même titre que les surrounds, c'est pareil. Okay. C'est après le filtrage qui est différent pour les caissons. Voilà, tout à fait. Mais on est en 7.1 avec 2 caissons. La hauteur, pareil, la hauteur des enceintes et du centre acoustique des enceintes. Donc le centre acoustique de ces enceintes se situe à peu près à ce niveau-là, entre les aigus et les médiums. La hauteur de ces enceintes ont été positionnées de manière à ce qu'on soit à peu près à 50-55% de la hauteur de l'écran, pour que les dialogues collent par rapport, le son des dialogues colle par rapport à aux bouches des acteurs notamment. Donc voilà. C'est important de bien avoir la centrale qui soit bien à un certain niveau, parce que sinon tu as l'impression que les personnages parlent en bas, soit en haut. Exactement. Si c'est trop haut, tu te dis mais en fait le personnage il est bien trop haut. C'est ça. Là c'est comme au cinéma, c'est calé sur l'écran. C'est calé sur l'écran. On a l'impression que la voix sort vraiment de l'écran. C'est ça. Donc en respectant quelques règles, on trouve facilement ces règles sur le net. On peut faire des choses plutôt sympas. C'est très simple à respecter, il suffit juste de caler la hauteur de tes enceintes au bon niveau. Voilà. Surtout que la centrale est très importante sur les films, on le répète toujours.
L'écran, c'est un écran c'est une toile de quelle marque Chez Screenline, tout simplement, une micro-perf blanche à gain neutre, gain 0 en fait. Ok. Voilà, tout simplement. Enfin, gain 1. Gain 1, pardon. Voilà. Oui. Parce que gain 0, c'est noir. Tout à fait. Gain 1, on n'est pas sur une toile à gain positif, on est neutre. Et tu l'as fait avec des règles de maçon. Exactement. C'est un cadre fait maison à base de règles de maçon en alu, avec une petite bordure ici en bois, tout simplement pour pouvoir tendre et agrafer la toile. Il est gigantesque. Hein. Rappelle-moi la taille de base. 3,60 m sur 2 mètres de haut. Oh. Donc en format 16 neuvième. En format 16 neuvième, voilà. J'avais la hauteur qui permettait de le faire, donc j'ai fait le choix de l'avoir en 16 neuvième. Ça évite de passer d'un format à l'autre, d'utiliser les réglages des vidéoprojecteurs pour pouvoir masquer pour pouvoir cropper, voilà, passer en 21 neuvième, ou alors l'utilisation d'une lentille anamorphique. Tout à fait, tout à fait. Ça aussi, un autre avantage, c'est que entre les films en 16 neuvième et les films en 2,35, eh bien, il n'y a pas besoin de changer de format, notamment Nolan qui le fait en plein film, donc là on voit rien, hein, ça passe instantanément. Ça permet de regarder les séries qui sont tous en 16 neuvième également, de jouer aux jeux vidéo également, PS5 ou autres, qui sont en 16 neuvième également. On fera une petite partie après. Et je te propose de faire une petite partie après, il n'y a pas de souci. Parle-nous un peu des enceintes surround, parce qu'on a vu l'avant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc les enceintes surround qui sont dissimulées donc derrière les panneaux. On voit rien. On voit rien. Donc ces panneaux, tous les panneaux qu'on voit ici, que tu vois ici, sont des panneaux qui sont démontables. Je te montrerai plutôt sur celui-ci qui est plus pratique. C'est des panneaux en médium de 10 mm qui ont été donc fabriqués sur place. Alors pourquoi sur place? Il y avait un petit défi technique quand même dans cette salle, c'est que la salle est en pente, donc on ne pouvait pas faire des panneaux de forme rectangulaire standard, mais il a fallu adapter chaque panneau à la pente et à l'angle de la salle. Alors pourquoi c'est en pente? Parce que tu es dans une grange, tu dois respecter une certaine... Pas forcément, j'avais la place pour pouvoir effectivement mettre en pente et faire cet effet, on va dire, cet effet visuel qui est plutôt sympa. On a l'impression de rentrer dans une salle une vraie salle de cinéma. Et puis acoustiquement parlant, c'est aussi plutôt intéressant d'avoir cet effet trompe en fait. On a moins de mode entre guillemets qu'avoir un plafond bas, droit, standard. J'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'avais la hauteur qui était disponible. Donc je l'ai saisi et on est dans un grand grenier. On est dans un grand grenier sur des maisons avec des hauteurs sous plafond, maison Lorraine, voilà, tout simplement. Voilà. Donc les panneaux sont réalisés donc en médium, sont assemblés ici à ces niveaux-là. Je ne sais pas si tu vois bien là ici à la vidéo, on le voit si je tends le tissu. Ah ouais, on le voit. Ouais. Donc ici il y a une découpe qui est ici avec une plaque métallique derrière qui permet l'assemblage du cadre. Et il y a des clips d'enceinte que l'on trouve facilement dans le commerce qui permet de fixer chaque panneau à la structure secondaire. Donc tu peux démonter. Je peux démonter, intervenir à n'importe quel moment, rajouter des choses, déplacer des choses. Si tu as une enceinte défectueuse ou par exemple, voilà. C'est très simple de démontage. Certaines zones sont, comme on le voit ici, je me permets de tendre le tissu, sont complètement évidées pour favoriser, enfin pour utiliser le traitement acoustique qu'il y a derrière. Ok, donc ça c'est vide derrière. Ici, il n'y a rien. Je peux poser ma main et je rentre dedans. Ouais. Tout à fait. Et si tu observes le panneau du bas, par contre, lui, il est plein. Donc tout ça, ça a été choisi lors du dessin, de la conception de la salle, de manière à dévier certaines ondes et ne pas les avoir à la position d'écoute. Voilà. Le plafond a été fait sur le même modèle, simplement c'est pas du médium qui est utilisé, c'est des petits des tasseaux de sapin classiques, je crois de 3 par 3. Certaines zones sont en absorption. Mais tout est en absorption en fait, il y a juste une zone avant, le premier tiers avant où j'ai rajouté en fait de la laine de roche haute densité et on est sur un plafond ouvert, c'est-à-dire ça peut surprendre, c'est pas habituel. Ouvert, donc c'est pas solide quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de placo au plafond. C'est un choix de manière, encore une fois, dans les graves, à limiter les modes à la position d'écoute et éviter que les graves rebondissent et reviennent à la position d'écoute. Alors pour spécifier, mode en traduction facile pour... Traduction facile, c'est la rencontre du même signal à une position qui va soit créer en fait un creux, c'est-à-dire qu'on va avoir une sensation de vide dans les graves à cette position-là, soit au contraire, va augmenter en fait de 1 ou 2 ou 3 dB, ce qui est énorme, le grave et qui va être désagréable, alors qu'un mètre en avant, il n'y en aura pas. C'est vraiment la réflexion des différentes ondes sur les parois, avant, côté, droite et gauche et plafond, qui vont se retrouver en fait à la position d'écoute et à un croisement.
bien particulier. Alors ça se calcule, moi j'ai pas été jusque là, je l'ai fait un petit peu à ma façon et ça marche plutôt bien. Le fait d'avoir un plafond comment dire, libre acoustiquement permet d'évacuer une certaine quantité d'énergie, notamment dans le grave. Et d'éviter au maximum ces modes-là. Voilà. Enfin, ces répercussions sur le grave et sur certaines fréquences Tout à fait. qui peuvent être annulées, on va dire, ou alors amplifiées. C'est ça. Tu peux avoir une fréquence de ta salle en dents de scie avec genre à 50 Hz, t'as plus 3 dB. Voilà. Notez aussi que plus 3 dB, c'est doubler Exactement. le volume sonore. Donc c'est énorme. C'est énorme. Très désagréable et du coup ça masque aussi les autres fréquences qui sont à côté de ce 50 Hz par exemple. Donc c'est problématique, on le rencontre tous dans toutes les salles privées. De toute façon, on essaye de soit les limiter, soit de les traiter acoustiquement, soit de faire les formats et les volumes de la salle en fonction pour les limiter. Voilà. En l'occurrence, là j'ai eu de la chance du débutant, ça s'est fait presque naturellement. Il y en a quand même, mais il y en a très peu. On peut démonter très facilement ces panneaux-là. Ils sont sur clips. Donc je vais le faire devant vous. Hop. Voilà. Ah oui, d'accord, il y a ça derrière. Ok. Ah ouais. Les petits clips, si tu veux. Voilà. Pour l'information, comment ils ont été fabriqués, ça peut servir à d'autres. Les fameux clips d'enceinte ici. Les bandeaux de médium. Ah, c'est tout simplement clipsé. Voilà, tout simplement. Alors ça pèse un certain poids à cause des plaques métalliques. Et donc ici derrière on retrouve la structure primaire, ce que moi j'appelle la structure primaire. C'est la structure tout simplement qui m'a permis d'intégrer un isolant thermique, donc de la laine de roche, tout simplement. Voilà. T'as aussi des panneaux. Et j'ai des panneaux. Des panneaux diffusants. Des diffuseurs. Alors on trouve aussi facilement la méthode de calcul, puisque chaque morceau de bois a une hauteur bien spécifique et la séquence de position de ces morceaux de bois, on peut très facilement les calculer. Tu les as fait toi-même aussi? Oui, alors ça c'est découpé avec du sapin, alors ça prend un peu de temps, parce qu'il faut en découper, il y en a quand même une certaine quantité, il y en a autour de chaque enceinte surround. C'est un travail de titan. Ça prend un peu de temps, il faut surtout les découper quasi au millimètre près. Les classer par ordre bien évidemment et respecter la séquence. Il me semble que ça s'appelle une séquence de Schroeder, mais j'en suis pas sûr, à vérifier, sinon tu couperas au montage si je dis une grosse bêtise. Ou alors on dira que tu as dit une grosse bêtise et vous nous le direz dans les commentaires si c'est une grosse bêtise. Exactement. Ça permet, le démontage de cette structure, ça te permet, si tu vois ici, il y a en fait ici une structure, moi ce que j'appelle la structure secondaire, qui a permis de faire le côté esthétique de la salle, c'est-à-dire ces panneaux inclinés ici qui donne un petit effet esthétique, et puis sur les panneaux pleins qui permet de dévier les ondes de manière à ce qu'ils n'arrivent pas tous à la position d'écoute, ce qui évite aussi les modes. Et dans certains cas, alors on le verra pas ici, mais il va y avoir, si on le voit derrière, si tu arrives avec la caméra, alors je vais y aller. On a de la laine de roche aussi dans certaines parties pour absorber encore plus, pour être en absorption. Au niveau des surrounds, tu as toutes les mêmes surrounds, hein, j'imagine. Oui, c'est des 8330 de chez JBL, donc qui viennent du même endroit, du même cinéma, qui a fermé. Donc la petite histoire pour ces JBL, c'est un cinéma qui a fermé il y a quelques années sur la ville de Cholet. Donc moi je suis dans l'est de la France, en Meuse, donc il y avait un petit peu de route. On a fait ce trajet dans la journée. Et donc on a emporté les 3 frontales que tu as vu là, plus le caisson de basse, ainsi que les 6 enceintes surround. T'avais un 230 kg à peu près. T'as fait un 38 tonnes quand t'as fait le déplacement? Non, une simple camionnette, ça va, mais c'était assez épuisant de faire l'aller-retour dans la journée. Et on parlait de coûts tout à l'heure, donc de mémoire, l'ensemble des 6 surrounds, des 3 frontales et du caisson de basse, il me semble qu'on était autour des 2000 €. Seulement? Seulement? Voilà, donc c'était sachant que c'est du matériel pro. On est d'accord, c'est vraiment des enceintes professionnelles utilisées dans le domaine professionnel, dans les commerciales, des cinémas et tout ça, Tout à fait, tout à fait. Certains cinémas sont encore équipés de ce type d'enceinte. Alors il y a des modèles encore plus importants pour les plus grosses salles, notamment des modèles à double woofer. Voilà. Donc ça existe, mais ces modèles-là, une fois qu'ils sont calmés, filtrés,
Hein, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais, de la Parce qu'il y a un inconvénient de la filtration. Il faut filtrer ce genre d'enceinte. Oui, il faut les filtrer parce que le filtre d'origine qui est prévu dans les caisses sont prévus plutôt pour des salles de gros volume. Et ça pose un problème notamment dans les aigus, dans le haut du spectre, puisque dans les grandes salles, on a besoin que ça jette le son assez loin, ça projette le son assez loin. Et donc si on les utilise dans ces salles-là avec des distances d'écoute entre 4 mètres et 5 mètres 50. Oui, parce qu'on n'est pas non plus dans des distances comme dans des grands complexes où on a une centaine de mètres, enfin une cinquantaine de mètres de l'écran jusqu'au fond de la salle, quoi. Exactement. Donc faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que il faut supprimer ce filtre actif, le remplacer par un filtre numérique et faire appel aux compétences de certaines personnes pour pouvoir caler ce qu'on appelle caler le système, c'est-à-dire les fréquences de coupure, et puis après égaliser s'il y a besoin d'égaliser en fonction des mesures qui ont été faites d'ailleurs dans cette salle. Parce que tu adaptes par rapport à ta pièce, à ta taille de ta pièce aussi, ce genre d'enceinte. Tout à fait. La mesure, la calibration est faite pour ça, pour adapter, corriger quand on peut corriger, parce qu'on peut pas tout corriger non plus, mais ça permet de gommer quelques bosses éventuellement dans certaines fréquences. Faut pas le faire faut pas en user de trop parce que ça dénature le son, mais voilà, il faut essayer de caler tout ça, régler les fréquences de coupure entre les basses fréquences, enfin les médiums on va dire, et les aigus, le régler également par rapport au caisson. La filtration est un domaine assez complexe, donc je laisserai les personnes compétentes l'expliquer mieux que moi, voilà, tout simplement. Au niveau de l'arrière de la salle, oui, tu as 2 belles rangées de sièges. Tout à fait. Donc on a 2 rangées de sièges, alors ça permet d'accueillir 7 personnes, c'est plutôt sympa lorsqu'on est en famille. Tu m'étonnes. Encore une fois, la place le permettait. Les places les plus utilisées sont les 2 fauteuils. C'est les meilleures places. C'est les meilleures places, ouais. En termes d'angle de vision et de perception sonore, c'est je dirais les places qui sont les plus intéressantes. Voilà. Mais sur l'ensemble des fauteuils, ça fonctionne parfaitement bien également. Tu les as mis sur des estrades. Tout à fait, il y a une estrade. Pour un peu surélever en fait l'étage derrière. Oui, effectivement, c'est bien de le rappeler. L'estrade permet de surélever le rang arrière de manière à ce qu'on ne soit pas gêné par les têtes des spectateurs qui sont devant, en fait. Donc en fait, j'ai fait une estrade à 2 niveaux, à un niveau supérieur encore à l'arrière pour accéder au local technique. Parce que le local technique est sorti. On est dans une autre pièce. Le local technique, on ira après. Oui. Alors on voit ici, on voit pas les enceintes. Elles sont cachées. Là on la voit parce qu'on a ouvert le panneau. Voilà. Mais sinon derrière c'est. Tout à fait. Alors tu vas en retrouver pour te les situer, bien évidemment. Sa petite sœur juste en face ici. Ouais. Tu vas en retrouver une également. Donc une enceinte surround, donc les surround left et right en fait. Et là tu as les surround back. Il y en a 2. Il y en a 2 par canal en fait. D'accord. Ok. Tu as une enceinte droite, surround droite doublée et une enceinte surround gauche doublée. Donc une sur l'avant de la salle, plutôt sur la première rangée, et une un petit peu à l'arrière en fait de la deuxième rangée, de manière à ce que ça devienne une vraie bulle sonore et que les enceintes ne soient pas positionnées, en tout cas le tweeter particulièrement, ne soit pas positionné directement vers les oreilles, vers la zone d'écoute. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça devient extrêmement localisable. D'accord, tu veux plutôt un surround qui est diffus. Exactement. Sans mauvais jeu de mots. Exactement, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ok. On recherche une diffusion et non une spatialisation, une précision du son. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pas les positionner, si tu veux, dans l'angle d'écoute, directement vers les oreilles du spectateur. Donc tu as une enceinte là-bas, tu en as une autre dans le coin par ici. Tu en as une, donc celle qui est découverte ici, tu vas retrouver une également par ici. Ouais. Et on va retrouver les bacs. Là, il y en a que 2, une par côté, une droite et une gauche, qui se situent, là j'ai la main dessus justement, entourées de diffuseurs, pareil, qui ont été créés sur le même modèle. Juste une chose, celle-ci et celle-là là-bas ont le même canal de préamplification. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du point 1,
c'est un abus de langage parce qu'en fait, le canal LFE, c'est le canal point 1 en fait. Donc on pourrait mettre, moi j'ai mis 2 caissons, mais sur le point 1, on pourrait mettre 5 caissons si on veut. Ouais, c'est juste le signal, c'est le même. Tout à fait. C'est un canal, il est juste dédoublé sur les deux enceintes. Mais on fait pareil pour les enceintes surround. C'est-à-dire que là, moi j'en ai mis 2, mais dans les salles commerciales, il y en a une trentaine par côté. Et pourtant, c'est qu'un canal. C'est-à-dire c'est le canal surround droite ou le canal surround gauche. Voilà, idem pour les arrières. Donc là, elles sont branchées de mémoire, ça doit être soit en série, soit en parallèle, enfin peu importe, mais elles sont branchées sur le même canal, sur la même sortie du préampli. Au final, on a 9 enceintes. Alors au final, on a, oui c'est ça, on a 9 enceintes. 9 enceintes. Ouais, c'est ça. Mais qui fait un 7.1. C'est ça. Ok. On respecte la règle des 7 points. Pas d'Atmos? Non, pas d'Atmos. Par choix personnel. Ok. Tout simplement. Donc, comme je te le disais tout à l'heure... Mais tu as la possibilité, tu m'as dit qu'il y avait la possibilité, tu as déjà tiré les câbles, donc ça c'est aussi important. Si vous prévoyez de fabriquer une salle de cinéma comme celle-ci, prévoyez tout de suite les câblages, les goulottes, les gaines, etc. Exactement, les goulottes sont tirées, elles arrivent dans le local technique. Donc si j'ai l'intention un jour de passer en Atmos, on sait pas, il faut jamais dire jamais, et bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'à tirer les câbles dans les goulottes et puis de les raccorder aux amplis de puissance derrière et aux préamplis, etc., etc. C'est faisable. D'accord. C'est faisable et en l'occurrence, sur cette longueur de plafond, j'en ai prévu 6. 6, ok. Voilà. Bah oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de surface à couvrir. C'est possible. On va maintenant aller... Oui, tu voulais continuer mais sur un autre point. Un autre point, il y a des brass traps également, comme dans la plupart des salles. Donc les brass traps qui sont dans les coins, qui vont permettre de casser les coins. Exactement, encore une fois d'absorber les fréquences graves. Elles se rencontrent, elles sont très importantes dans les angles dans une salle de cinéma. Donc j'ai fait le choix de mettre des brass traps arrière en forme de triangle, comme on voit ici. Je peux pas les démonter, mais elles sont derrière. Donc c'est simplement des panneaux de laine qui sont empilés du haut en bas. Et on va retrouver également des bass traps avant qui sont de part et d'autre dans les angles en fait avant de la salle. D'accord. Voilà. On attaque le petit local technique. Le local technique. Donc qui sert, comme son nom l'indique, à mettre toute la partie technique. On a le vidéoprojecteur qui roule en haut. Voilà, vidéoprojecteur. On est sur un JVC 7009. Donc ancienne génération. Tout à fait, ancienne génération. Ce sera une évolution future de passer sur du laser 4K. On verra. Le choix n'est pas encore établi, même s'il y a une préférence sur Sony, mais c'est pas encore défini. Pour l'instant, il me va très bien. Il fonctionne encore plutôt bien. Même après 1000 heures de fonctionnement, la luminosité est plutôt intéressante. Je confirme, surtout sur des grandes bases d'écran, il faut une énorme luminosité. Là, tu m'as dit qu'il fonctionnait en lampe haut tout le temps, parce que forcément, tu es au taquet de la luminosité. Hein. Sur des bases d'écran à 3,70 m, 4 m, c'est primordial. C'est ça. On est sur une base de 3,60 m et on doit projeter, je pense, de la lentille à l'écran, on doit être quelque chose de c'est énorme. 7 mètres. Donc il faut de la puissance, il faut de la patate. Donc le laser, je pense, va être aussi très intéressant sur ce sujet-là. Le local technique, donc qui me sert principalement au rack technique, donc préampli, ampli de puissance, système de décodage. Donc moi j'ai fait le choix de travailler avec une petite Shield Pro qui me permet d'avoir un sharpness plutôt intéressant. Et également le filtre numérique. On est encore... alors hormis le préampli qui est à Marantz 7702, le filtre numérique et les amplis de puissance sont aussi associés à la gamme professionnelle, donc de chez Yamaha. Voilà, tout simplement. Ok. Donc voici le rack comme on venait de l'expliquer précédemment. Donc le Marantz qui est le préampli qui permet de faire tout le décodage du système. Donc c'est un 7702 MK2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est juste un processeur, on est d'accord. Tout à fait. C'est pas un processeur audio, il n'a pas de canaux d'amplification. Tu es obligé de passer par des amplis de puissance pour chaque enceinte. Exactement. Donc le but c'est d'envoyer le signal du décodeur, en l'occurrence ici une petite Shield Pro qui va envoyer le signal sur le Marantz qui va le décoder, l'envoyer directement ici dans le filtre numérique. Le filtre numérique, comme on le disait tout à l'heure, sert à régler les fréquences de coupure entre les médiums et les graves, également sert à
l'égalisation de la salle. Donc toutes les fréquences ont été traitées via le Yamaha DME24. Et une fois que ces fréquences sont traitées, filtrées, réglées, elles repartent dans les amplis de puissance que l'on trouve en bas du rack. Donc on est encore en Yamaha. Et donc une fois qu'elles sont amplifiées, elles repartent bien évidemment dans la salle sur les enceintes, tout simplement. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix d'une solution séparée, préampli, ampli de puissance? Alors tout simplement presque par obligation, du fait du choix du système JBL Pro, puisque à partir du moment où on enlève les filtres actifs de l'enceinte, eh bien il faut pouvoir le recréer via ce filtre numérique, les amplifier individuellement, donc les hautes fréquences, les médiums et les graves. Et donc du coup tu as besoin d'amplis de puissance pour pouvoir amplifier chaque signal qui ont été traités numériquement par le filtre. Voilà, donc c'était un choix. Pour moi c'est la meilleure solution en termes de qualité pour vraiment séparer le flux audio et aussi le flux décodage et aussi la partie puissance. Exactement. Ça permet aussi d'avoir une réserve de puissance indépendante de chaque canal. Alors de mémoire, je dis bien de mémoire, les Yamaha, les CP2000, ils font 2 x 450 watts. Donc on a quand même de la réserve et ça permet de ne pas fatiguer. Et quand on a besoin de tirer dessus, c'est quand même plutôt confortable. Et du coup, le préampli, lui, sert uniquement de décodage audio et vidéo. Je vois une PS5 pour jouer, oui, forcément. Un NAS avec tes différents fichiers dessus. Tout à fait, un NAS 4B. Voilà, du dématérialisé. Une shield, tu l'as dit avant, pour décoder tout ce qu'il y a sur ton NAS. Et un HTPC. Et effectivement un HTPC qui est en cours de réalisation. Donc pour l'instant je m'en sers uniquement pour la partie audio et hi-fi, pour lire des fichiers audio de qualité supérieure, des FLAC par exemple, avec comme interface tout simplement JRiver qui est connu, qui marche très bien. Et par la suite ce sera l'éventuelle évolution, c'est le changement du vidéoprojecteur. Pourquoi pas un Sony XW5000. Il est là en haut. Qui est là en haut, voilà. Je sais pas si on le voit. Il est là en haut. Et associé donc à une lecture via le PCHC et via Madver. Voilà, pour pouvoir lire des fichiers 4K, haute qualité, HDR et les renvoyer directement sur le vidéoprojecteur. Voilà. C'est l'évolution à venir. C'est une bonne évolution, parce que passer sur un Madver et un HTPC relativement puissant, il faut quand même de la puissance si on veut décoder du 4K, etc. C'est pas avec une bécane d'entrée de gamme en termes d'informatique, enfin en termes d'hardware que tu vas arriver à décoder dans des bonnes conditions. Ouais. Là je pars sur une 3070 de chez Nvidia. C'est surtout la carte graphique et le processeur qui est très important. Tout à fait. Le détail qui tue, la machine à popcorn, la machine à café, top. Franchement, pour passer une bonne séance, c'est essentiel de se mettre à l'aise, correct. On a tous un peu nos petits rituels comme ça. Et toi, c'est quoi ton rituel, dis-moi? Avant la projection? Ouais. Aucun. Aucun rituel? Aucun rituel. Je viens, je m'installe, j'allume, je profite. D'accord. Tout simplement. Ok. On va faire un peu le point sur ta salle que j'ai découvert. Tu m'as fait tester. C'est quand même assez incroyable comme salle. Directement, les premières sensations que j'ai eues quand je suis rentré, et je vous ai montré la réaction que j'ai eue, j'avais l'impression de me retrouver dans une salle de grand... voilà, une salle de cinéma au Pâté, au Ciné-Cité, bref, un grand complexe de cinéma. Parce qu'on a une ambiance absolument folle, avec forcément la moquette, et puis l'estrade, les 2 fauteuils, le fait qu'il n'y a aucune décoration, il y a uniquement tes panneaux, ton traitement acoustique. Alors ça peut plaire ou déplaire, moi c'est pas forcément les décors qui me plaisent, parce que j'aime bien un petit peu de personnalisation, avec une touche de personnalisation, pas forcément tout mettre partout, un petit malgré peu de déco, chez moi j'en ai partout, mais voilà, un petit peu de déco par-ci par-là. Combien de mois de travaux? Mai 2015, août 2015 pardon, mai 2017, donc quasiment 2 ans. 2 ans de travaux, 2 jours par semaine, quasiment, plus un peu les vacances.
Donc ça représente quelques heures, quelques journées de travaux. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de sol, il y avait... T'es reparti de rien. Il y avait rien, strictement rien. Je comprends que tu aies souhaité garder cette ligne directrice en mode professionnel, comme si on était dans un complet. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi as-tu décidé de partir sur ce style-là de salle avec l'utilisation d'enceintes professionnelles, donc les JBL, où il faut bien entendu les filtrer, etc., et pas une enceinte, enfin des enceintes plus traditionnelles, comme on connaît. Ça a été un choix qui s'est fait au fur et à mesure de l'avancement de la réflexion et de la construction, puisque la réflexion et la construction s'est fait sur une timeline, on va dire, quasiment parallèle, avec l'aide du forum, on en a parlé aussi tout à l'heure. On peut le citer peut-être, HCFR. Hein, bien sûr, voilà, HCFR. Qui a permis d'interpeller certaines personnes du forum sur la construction, sur les volumes qui étaient présents, sur le choix des matériaux à utiliser, sur le choix du matériel électronique aussi à utiliser. Et puis au fur et à mesure de l'avancement, au fur et à mesure des recherches, hein, il y a eu beaucoup de recherches aussi sur internet, sur les occasions, sur le Bon Coin, sur ce genre de choses, des discussions avec des passionnés, et puis certaines écoutes aussi que j'ai pu faire. Hein. On a eu pendant la construction quand même la possibilité d'écouter quelques salles, que ce soit. Donc tu t'es pas dit, tu t'es pas lancé dans ce projet-là sans avoir écouté dans un côté ni quoi que ce soit. Non, il y a eu quelques écoutes en parallèle du début de la construction parce que le projet il fallait le lancer. Et avant d'arriver à la structure de la salle, il y avait déjà quelques mois de travaux pour réaliser les planchers, les surfaces qui ont cueilli la salle, puisqu'on partait de rien, il y avait strictement rien, il y avait simplement des lambourdes au sol, hein, il y avait tout à refaire. Donc ça m'a permis quand même de m'intéresser au sujet, d'aller écouter des salles, de discuter avec des gens, de prendre des conseils, de discuter des différents types de matériel, que ce soit Klipsch, GKF, JBL en l'occurrence, il y avait eu d'autres marques aussi qui avaient été écouté, donc voilà, ça a été tout ça mis en même temps, si tu veux, qui m'a permis de se diriger vers ce matériel. À partir du moment où le conseil qu'on m'avait donné de partir sur du matériel pro haut rendement, il n'y avait pas 36 000 solutions. Soit on partait sur du GKF, quoique c'était pas encore la gamme ciné qu'il y a aujourd'hui, soit on partait sur du JBL, soit il y avait du KCS également sur le marché. Pour ceux qui se demandent, c'est des marques qui sont utilisées pour équiper les cinémas, les grands complexes, etc. Tout à fait. Partout en Europe et je pense même dans le monde entier, hein, JBL équipe des salles de ciné partout. Et puis après c'est le hasard qui fait que tu tombes sur des annonces. En l'occurrence, pour ces JBL, une annonce d'un cinéma qui fermait, qui vendait énormément de matériel. Il y avait un petit peu de route, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu, je sais plus, mais une dizaine de routes. Je veux dire, pour l'économie faite, parce que tu vas pas non plus acheter en neuf. Et donc voilà, j'y suis allé. La référence me plaisait. L'état était, sur les photos en tout cas, plutôt intéressant, parce que c'est des enceintes qui ont de l'âge un petit peu, hein, quand même. Je sais pas les dater, mais plusieurs dizaines d'années quand même, ces enceintes-là. Et donc, je me suis lancé. J'y suis allé, je les ai vus, je les ai achetés sans les écouter, forcément. Et puis, alors c'est pas forcément le meilleur conseil qu'on ait à vous donner, hein. Évidemment. Si vous achetez de l'occasion, essayez quand même dans la mesure du possible de les écouter. C'est vrai, tu as raison. Parce que un tweeter c'est très fragile, des enceintes aussi. C'est un risque. C'est un risque, notamment sur les moteurs à compression qui sont très fragiles, les dômes qui sont à l'intérieur sont très fragiles, et donc c'était un pari pour le prix, entre guillemets, de se dire allez, je tente le coup, on verra bien une fois qu'ils seront là. Bon, après il y a eu quelques tests sur place quand même électroniques, on les a branchés au moins avec un voltmètre pour voir si tout passait bien, avec un ampli intégré pour voir si on pouvait lire des fichiers classiques sans filtration, enfin avec la filtration intégrée. Donc tout ça a été fait quand même hors de la salle pour vérifier qu'il n'y avait pas de gros problèmes. On n'a pas découvert le jour de la calibration que tel HP ou tel tweeter ne marchait pas ou telle compression ne marchait pas. Les choix du matériel audio, en tout cas sur des enceintes, elle s'est faite par discussion, par conseil, et puis par chance aussi de tomber sur des annonces dans l'occasion, parce que ça se trouve pas en neuf, en tout cas ces références-là, les JBL 4673, ça se trouve pas comme ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, voilà comment j'en suis arrivé à ce matériel-là. Et après le reste a suivi, parce que ça devient naturel finalement de passer en filtration active avec ce type d'enceinte. Donc
d'avoir des filtres numériques, au départ des DCX de chez Behringer, ensuite le Yamaha DME qui est plus dans la gamme cinéma professionnel, au départ le préampli Nakamichi qui était à moindre coût mais qui marchait très très bien. Il y a eu une évolution vers le Marantz, le 7702, MK2 qui est pas mal. Les amplis de substance sont restés les mêmes qu'à l'origine, c'est-à-dire que la salle pour rappel a été lancée en mai 2017, elle a été terminée, démarrée en août 2015 et terminée en mai 2017. Ouais, ah oui, donc elle a quand même une certaine expérience cette salle, elle est pas, c'est pas une salle récente. 2017. Calibration 2017. Ah oui, oui. Première utilisation 2017. Ouais, parce que elle est dans un super bon état, et puis le matériel qui est utilisé, c'est du matériel d'occasion et franchement, oui, beaucoup de choses. Alors ça, tu me tends la perche sur un autre sujet. C'est la recherche du meilleur coût. Au meilleur prix, enfin du meilleur rapport qualité-prix. Qualité-prix, c'est pas forcément un terme toujours intéressant, mais il faut savoir chiner, il faut savoir aller chercher. Des fois, ça m'est arrivé de faire 100 km pour aller chercher des ballots de laine de roche ou des panneaux de laine de roche en occasion chez un particulier qui avait fini le chantier. Ils étaient neufs, emballés. Tu fais 30-40% d'économie sur les ballots de roche. Le bois, principalement, vient de la scierie du bout de la rue. C'est pareil, tu arrives à t'arranger. C'est moins cher que si tu allais l'acheter dans une scierie ou dans un vendeur de bois professionnel. Tu veux dire que chaque fois tu fais des économies par-ci par-là, au final t'as une énorme économie, quoi. Énorme économie sur ta salle qui peut te permettre d'acheter du matériel neuf peut-être pour la vidéoprojection. Exactement. Ce qui a été fait il y a eu pas mal de choses en neuf, mais il y a eu aussi des choses qui ont été achetées d'occasion, beaucoup d'électronique, sauf le vidéoprojecteur. Sinon, toute la chaîne à l'époque avait été achetée en occasion. D'ailleurs aujourd'hui aussi. Le Marantz a été racheté en occasion aussi. J'ai eu la chance de tomber sur des bonnes occasions et que ça fonctionne parfaitement. L'idée c'était de faire des économies sur chaque poste, que ce soit le bois, la laine, sur tous les postes possibles en fait. Le tissu tendu, c'est pareil, on était je crois à 2 € du mètre carré, ce qui est rien du tout. Ah non, c'est rien, parce qu'il y en a un paquet de mètres carrés là. Il y en a un paquet, donc il fallait aller chercher, vu les volumes, je dirais le meilleur, tu l'as dit, le meilleur rapport qualité-prix. Alors on peut parler peut-être du coût de la salle. J'allais y venir, on va vous dire en fait le coût de cette salle de cinéma. Concrètement, les travaux, est-ce que tu arrives à nous donner un coût global et après à nous répartir en travaux et en matos? C'est à peu près. C'est à peu près, c'est difficile parce que ça n'a pas été... Alors combien cette salle t'a coûté depuis que tu as commencé ce projet? Alors, la première version sans les évolutions, préampli, vidéoprojecteur et filtres numériques qui ont évolué. La salle finie comme elle est là, plus en comptant les travaux d'aménagement des sols, etc. On est sur une enveloppe d'environ 13 000 €. Il y a donc 5 ans, puisqu'on est en 2017. Si ce serait aujourd'hui, ce serait plus 20, plus 30. Oui, je pense. Voire plus. Voire plus. Je dirais que pour l'électronique, ça doit représenter 4 000 € peut-être. 3-4 000 €. Rappelons que tu as fait les travaux toi-même avec aucune entreprise. Des personnes, pas d'entreprise. Non, aucune entreprise. C'est ça aussi qui fait que ça soit, on va dire, peu cher. Par rapport à si une entreprise la faisait totalement. Parce qu'une pièce comme celle-ci, si une entreprise le faisait, ça serait multiplié par 4 le tarif. Je pense. Je pense. Je n'ai aucune idée, mais oui, ce serait... Pour des tailles comme celle-ci, je pense. Oui, parce qu'il y a beaucoup de matériaux de construction, il y a beaucoup de temps et d'heures passées en construction, et la main-d'œuvre coûte aussi cher, voire même des fois plus cher que certains matériaux. Donc il a fallu chercher des petites astuces, fabriquer son cadre d'écran, etc., etc. Voilà, utiliser des petites astuces pour essayer de diminuer les coûts. Et si on rajoute les évolutions préampli, vidéoprojecteur et filtres numériques, on rajoute peut-être 3 000 €, 3 000, 3 500 €. Donc on est sur une salle qui tourne autour des 15 à 16 000 € aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a eu. Quelles sont les futures évolutions de cette pièce, de cette salle? Alors, s'il y avait des postes à évoluer, à faire évoluer, et je pense que ça va évoluer dans les mois ou dans l'année à venir, ce serait certainement le vidéoprojecteur. On est encore sur les anciennes générations de vidéoprojecteurs, le 7009 de chez JVC, qui a un très bon vidéoprojecteur, mais qui a ses limites, qui n'a pas de matrice 4K. Sur une matrice 2K. Tout à fait. On peut upscaler en 4K. Upscaler, donc émulation 4K. Voilà. Pour avoir vu tourner des vidéos laser, des vidéoprojecteurs laser 4K,
c'est vrai qu'il y a un vrai gap, il y a une vraie évolution dans le ressenti, dans la netteté, dans l'uniformité de la luminosité, dans toutes ces couleurs d'ailleurs, sur toute la surface de l'écran. C'est vraiment très joli. Et puis je pense que ces vidéos seraient aussi adaptées plus à la partie gaming en fait. Par le nombre d'heures de la lampe sur laquelle on peut abuser, je pense. Ouais. Allumer, éteindre. Tout à fait. Allumer, éteindre, pardon, je suis fatigué. Éteindre assez rapidement le vidéoprojecteur sans se dire bah tiens je vais le laisser chauffer. Tu peux te faire des sessions d'un quart d'heure et puis profiter voilà, des sessions d'un quart d'heure de gaming et après d'éteindre sans craindre que le vidéoprojecteur y subisse un peu. Tout à fait. Ouais. Donc l'évolution principale serait l'évolution du vidéoprojecteur. Passer sur du 4K laser, à définir. Je ne suis pas arrêté, même si j'ai une préférence pour le Sony XW5000. C'est pas arrêté. Si une démonstration me démontre que JVC fait mieux ou que Epson fait mieux, pourquoi pas, ou qui me correspond mieux, pas forcément qu'il fasse mieux, mais qui me correspond mieux, pourquoi pas. Mais il y a une petite préférence sur cette évolution-là. Sur la partie image, ça devrait s'arrêter là. Sur la partie ampli de puissance, les amplis de puissance qui drive en fait la scène frontale, ouais. Notamment les fronts, sans parler des caissons, sont quand même d'ancienne génération. Ils sont très anciens. C'est des Yamaha CP2000. Ensuite, il y a eu les Yamaha P2005, P5000, P7000. Et après les PX. Et après les PX. Donc on est quand même sur des anciennes générations. Ils sont assez fragiles, j'en ai déjà changé un ou deux, où je les ai fait réparer pour des problèmes de soudure, donc c'est plutôt la vétusté qui fait que. Donc je passerai certainement sur des Yamaha P5000 pour les avoir écoutés et entendu, enfin le résultat final de ces amplis-là, je pense que je resterai sur Yamaha, en tout cas sur les amplis de puissance Yamaha, et la série P5000, je pense certainement. Je pense pas que j'irai ailleurs. Pour l'instant, c'est tout. L'évolution Atmos ne serait pas pour la partie cinéma, pour des raisons qu'on a échangé ensemble. Ouais, tu préfères le rendu non Atmos. Je préfère le rendu non Atmos. C'est un choix personnel. Oui, bien sûr. Mais ça s'explique techniquement, notamment par la limitation du Blu-ray en 9 canaux, alors que la version ciné, c'est 11 canaux. Il nous manque 2 canaux, même s'ils sont remplacés par les effets, mais comment on dit ça, les objets, les objets, mais on s'éloigne un petit peu du format cinéma, mais encore une fois c'est un choix personnel, c'est pas une critique. Donc, mais plutôt pour la partie musique, parce que la musique va évoluer certainement fortement sur la partie Atmos, donc multicanal. Il y a déjà des plateformes qui font de l'Atmos chez Apple aussi, je crois, chez Apple Music. Donc pourquoi pas pour la musique. Pour le gaming aussi, pour les jeux, parce que je pense que ça va être aussi une évolution à venir. Je sais pas si ça existe encore actuellement en Atmos, mais je pense que ça peut être une évolution sympathique pour la partie gaming, pour la partie musique, pourquoi pas, à tester. Voilà. Mais c'est vraiment ça, ce serait vraiment en dernier recours. Je vais parler de mon avis sur cette salle. Plusieurs choses à dire. Déjà, niveau aspect, comme je te dis, je suis pas trop fan des salles trop neutres, trop aseptisées, on va dire. J'aurais bien aimé un petit peu de déco par-ci par-là. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, peu importe. Tout à fait. Voilà. Par contre, niveau technique, avec les panneaux acoustiques, etc., le fait qu'on ne voit absolument pas les enceintes, ça c'est génial pour l'immersion. Vous avez l'écran qui est en face, l'écran qu'on a devant nous, là, le géant écran. Qui est transsonore avec les enceintes derrière. Là, ça améliore encore plus l'immersion parce que quand vous êtes là, à ma place, on est à quoi, 3,50 m, 4 mètres, je dirais, de l'écran. L'immersion est totale. On a vraiment un super angle. Et quand vous allez encore derrière, à la place juste derrière, là encore, on monte d'un cran, donc on s'éloigne un peu de l'écran. On perd un peu en immersion, mais les rendus entre la place ici, là où je suis, et la place derrière est totalement différent en termes d'acoustique. Le fait d'avoir choisi de cacher tes enceintes avant derrière l'écran, c'est vraiment top. T'aurais pas voulu, je pense, avoir un écran plus petit et des enceintes apparentes. Non, l'idée c'était voilà. Comme au cinéma, quoi. L'idée c'était d'être en transsonore et que l'image soit vraiment sorte vraiment de l'écran en fait. Voilà. Et la voix aussi sort de l'écran parce qu'on a la centrale qui est positionnée juste devant nous.
Donc on a vraiment cette sensation, pas si par exemple comme chez moi dans ma salle où tu as l'écran en haut et la centrale elle est en bas, l'enceinte centrale est en bas de l'écran. Donc on a cette sensation que la voix vient un peu d'en bas. Là elle est vraiment centrée et encore une fois pour l'immersion c'est top. Ensuite pour la partie purement sonore, c'est très enveloppant comme système avec tes doubles enceintes surround latérales plus les enceintes à l'arrière, les enceintes back. C'est hyper enveloppant sans être directif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à localiser un effet dans l'espace. On sait qu'il est derrière nous, mais on n'arrive pas à dire tiens, il est ici ou il est là. On sait dans la zone où il se passe. J'adore cette sensation que ça soit diffus. Qu'il n'y ait pas juste le haut-parleur qui soit au niveau juste à côté de votre oreille et que vous dites ah putain, le haut-parleur il me crie dans les oreilles. Cette sensation que ça tourne autour de vous, j'ai beaucoup aimé. Le grave, il percute, il tabasse. Il pourrait percuter un petit peu plus, je trouve. Je suis d'accord. Je pense que le GTI qui est un peu plus baveux entre guillemets, qui apporte de l'infragrave, à mon avis masque un petit peu le côté percussif, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais du 36-35, du 48 cm. Oui, parce qu'on a deux caissons de basse qui font totalement l'inverse l'un et l'autre. Enfin, l'inverse. C'est qu'ils vont se compléter. L'un va faire les infras, l'autre va faire la percussion et les fréquences un petit peu au-dessus, aux alentours des 60 Hz. Donc ça permet justement d'avoir le meilleur des deux mondes dans une salle. Je trouve qu'il aurait pu percuter un peu plus sec. Il pourrait, tu as raison. Après c'est une question aussi de préférence sonore, hein. Bien, il y en a qui préfèrent écouter très fort, avec beaucoup de basses, ou c'est baveux, ou alors ça cogne dans tous les sens. Je préfère effectivement quelque chose qui gratte un peu et qui cogne un peu plus dans le plexus. Deux rendus totalement différents. Sur la scène avant, il y a plus d'immersion au niveau de l'aigu et du tweeter. Voilà, on est plus plongé dedans en termes avec le côté aigu qui ressort un peu plus. Sur la place à l'arrière, on gagne en largeur sonore. On perd ce côté immersion, mais par contre le grave est nettement mieux à l'arrière qu'à l'avant. Pour la simple et bonne raison qu'à l'arrière, on est sur la... sur l'estrade. Sur l'estrade, pardon, j'ai oublié. Elle participe sur l'estrade, et en fait, l'estrade participe justement aux vibrations et aux sensations. Alors, ça vibre pas non plus comme un 4DX, on vole dans tous les sens, mais ça apporte quelque chose en plus au grave. Je pense aussi que comme tu es un petit peu plus surélevé, tu as une dimension différente du grave. Il cogne un peu plus, il est un peu plus rentre dedans. Il t'enveloppe aussi plus. La meilleure position, ça serait entre les deux. Oui. Tu vois, c'est difficile dans une pièce, hein, vraiment. Et quand on se déplace d'une pièce, une place à l'autre, on ressent tout de suite la différence. C'est assez flagrant. Voilà sur le côté son. J'ai trouvé au niveau de la sonorité des enceintes JBL un petit manque d'aigu, mais en cinéma, ça me dérange pas trop. Ça manque un tout petit peu de détail sur l'aigu, voilà, il est pas trop filant et c'est un peu raboté sur le haut, mais c'est vraiment la sonorité cinéma qu'on peut retrouver aussi quand vous allez dans les grands complexes. Un beau médium, super beau médium, qui donne beaucoup de corps et de texture aux voix. On est vraiment littéralement plongé dans le film avec les voix qui vous chatouillent un peu, avec le grave, etc. Une nouvelle étoile dans la nuit ne peut signifier qu'une chose. On a fait des écoutes en musique. Il faut la mettre entre guillemets, c'était musical, dans le sens où j'ai réintroduit dans la chaîne une lecture audio qui n'a rien à voir avec la version 1. Donc ça mériterait effectivement. Il faut un petit peu régler, il faut recalibrer la partie audio. Toujours est-il que ça marche très bien, même en audio. Après, mon oreille avertie fait que oui, ça manque aussi de les aigus, ça manque de transparence, de fidélité parfois sur les timbres. On reste dans une salle de cinéma. Le premier travail qu'elle doit faire, cette salle, c'est de vous faire vivre des moments de cinéma épiques et sensationnels.
Et aussi des moments un peu plus calmes, avec moins de dynamique, mais en étant posé, tranquille, relax, et en étant vraiment immergé dans l'image. Elle y arrive largement, ça marche terriblement bien. Côté image, le JVC, il est dingue. La première truc qui m'a choqué, c'est d'avoir une telle base d'écran et une telle luminosité sur une base d'écran aussi importante. Plus vous allez agrandir cette base d'écran, plus il vous faut un vidéoprojecteur puissant en termes de lumens, parce qu'il va être loin, il est aussi en fond de salle, faut se le dire. Plus il faut de la puissance lumineuse, pour, on va dire, couvrir tout l'écran, et puis qu'il n'y ait pas de dérive en termes de luminosité sur, par exemple, les coins de l'écran, qu'il y a vraiment une homogénéité entre le centre et les 4 coins de l'écran. Donc ça, il faut une sacrée puissance lumineuse. Moi, j'étais assez impressionné du JVC, parce qu'on le sait tous, c'est pas son point fort la luminosité des JVC. Son point fort, par contre, c'est les noirs, les contrastes, qui sont... les noirs, ils sont abyssaux dans cette pièce, parce que rien va interférer dans l'image. Il n'y a pas de lumière, ou pas de réflexion de cadre, ou tout est vraiment fait pour plonger le spectateur au maximum dans l'expérience cinéma. Je suis très satisfait du JVC, il a une très belle image, un super piqué. Ça pourrait encore être amélioré si effectivement tu passais sur du 4K, parce que on a un grand écran, et plus l'écran est grand, et plus aussi on est près de l'image. Si vous êtes en 1080p, vous verrez certains pixels sur certains plans, notamment des aplats, etc. Donc là, effectivement, je le vois, mais j'ai un œil averti. Si on recule juste derrière, tu le vois moins. Je pense que ça peut être réglé avec notamment un vidéoprojecteur 4K qui va aller plus loin dans la pixelisation. Il y aura beaucoup moins de pixels et ça va peut-être moins se voir. Notamment avec des films en 4K aussi, la source est très importante. Oui, tout à fait. Il y a des défauts, comme dans chaque pièce, même si la pièce est parfaitement bien maîtrisée, avec une question d'acoustique qui est maîtrisée, avec aussi l'image qui est totalement maîtrisée, pas de flux lumineux qui vient gêner. Même si vous avez tous ces outils réunis, toutes ces caractéristiques réunies, il y a forcément des défauts quelque part. Donc la salle parfaite n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ou c'est très difficile à trouver. Ou alors c'est très difficile. Et après, ça dépend aussi de l'appréciation de chacun. Moi, j'aime un certain rendu. Toi, tu as un rendu. Tout à fait. Tu aimes un rendu totalement différent. Chacun aime ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on voulait aussi vous expliquer. On est toujours en recherche du Saint Graal, de la meilleure, du meilleur rendu. Mais nous, ça va peut-être nous plaire à nous, mais pas à d'autres. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette salle. Ça fait quand même beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais. J'en suis content, j'en profite pas tous les jours, mais presque, entre guillemets. Mais à chaque fois, c'est un plaisir de plonger dans l'expérience cinématographique. C'est vraiment quelque chose de... Moi, je suis encore en extase quand je vois ça. Enfin, je suis encore là, en mode... c'est extraordinaire. En tout cas, merci de nous avoir invités. Enfin, de m'avoir invité, parce que je suis venu seul, bien sûr. Je n'ai pas de monteur, de cadreur, de caméraman. Je confirme. Voilà. Merci en tout cas pour ta visite, pour le travail que tu as effectué et que tu vas encore effectuer certainement. Non, moi je vais tout donner à mon monteur. Ah, oui, celui qui n'existe pas. De ta sympathie, de ta gentillesse et surtout de ton expertise, c'est important, c'est bien. On a passé un super moment, vraiment. On a passé une bonne journée. Et je regrette juste une chose, c'est de ne pas passer plus de temps. Ah, voilà, okay, c'est sympathique. Je vais pas dormir ici non plus, mais sauf si tu me le proposes. Mais il y a de la place si tu veux. Fais quoi ce soir? Eh ben on va vous laisser, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Mettez-moi aussi en commentaire si cette salle vous plaît, si elle vous a donné quelques idées, si vous avez un projet, idem. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt. À bientôt. Salut Bissom. Salut. Set off a dream in me. Yeah, man, splash one.